Pourquoi une étudiante en droit marseillaise a-t-elle été condamnée à une amende de 500 € au tribunal? Simplement pour avoir fait tomber un stylo et pour un petit collier offert par sa grand-mère. Elle voulait seulement aider une amie, mais a dû faire face aux préjugés flagrants et au mépris de classe d'un juge. Cependant, cette jeune femme de 24 ans n'a ni paniqué ni reculé. Ce n'est pas seulement le récit d'un litige judiciaire, mais le témoignage de la manière dont le caractère et le courage d'une personne peuvent faire triompher la justice. Laissez-moi maintenant vous partager ce parcours, une histoire française de dignité et de courage. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Dubois, étudiante en droit à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Originaire de la cité phocéenne, Marseille, je vis en ce moment le chapitre le plus passionnant et le plus stimulant de ma vie. Chaque jour dans la capitale est un mélange d'attente et de tension. Chaque matin, au réveil, je prends un moment pour me rappeler « Camille, tu es en train de poursuivre tes rêves ». Les paysages familiers de ma ville natale, Marseille, le vieux port animé, la silhouette imposante de Notre-Dame de la Garde, les ruelles colorées du Panier et ce petit café sur la corniche où j'adorais siroter mon café face à la mer, tout cela a été remplacé par les imposants bâtiments haussmanniens de Paris. Le rythme rapide du français parisien, parfois plein d'énergie, sonne parfois comme un bruit discordant auquel il est difficile de s'habituer. Chaque fois que la nostalgie m'envahit, je me remémore les paroles de ma grand-mère. « Sois ton propre soleil, ma chérie, tu peux briller où que tu sois. » Malgré tout, pour réaliser mon rêve, j'ai choisi cette voie, m'efforçant à chaque instant de m'adapter à cette nouvelle vie. De la courtoisie dans le métro, bondée à ma participation active en cours, j'essaye de m'intégrer dans ce nouveau monde tout en conservant la chaleur et la convivialité typique des Marseillais. Ce jour-là, le soleil brillait particulièrement fort, rappelant un été éclatant sur la Côte d'Azur, au point de m'éblouir. Pourtant, mon cœur était assombri par un nuage pesant, m'oppressant lentement. Ma meilleure amie ici, Chloé, était soudainement impliquée dans un procès injuste. Chloé est ma camarade de promotion à la faculté de droit. Depuis mon arrivée à Paris, elle m'a énormément aidé, m'apprenant à naviguer dans la vie parisienne, passant avec moi les soirées où le mal du pays se faisait sentir, m'invitant même à passer Noël dans sa famille pour que je ne me sente pas seul. Il s'agissait d'un litige concernant son contrat de location. C'était révoltant. Même pour moi, une simple étudiante en droit, la faute du propriétaire était évidente. Ils avaient violé les clauses du contrat concernant l'entretien, laissant l'appartement de Chloé sans chauffage pendant 2 semaines en plein hiver. Mais c'est Chloé qui a été poursuivie pour des demandes déraisonnables, accusée de ne pas payer la totalité de son loyer et de rompre l'esprit du contrat. C'était le monde à l'envers. Voyant Chloé incapable de supporter cette épreuve seule, les larmes aux yeux, ses épaules fines tremblant légèrement, elle m'a dit « Camille, je ne sais pas quoi faire ». À cet instant, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je me suis souvenu du proverbe français « C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis ». C'était le moment de le prouver. Bien que je n'ai jamais mis les pieds dans un tribunal français en tant que partie prenante, en tant que futur juriste, et plus important encore, en tant qu'amie précieuse, je voulais désespérément être une force pour Chloé. Pour être honnête, mon cœur battait la chamade, mais je croyais que la justice finirait par triompher. Camille, merci infiniment d'être venue. Je suis si nerveuse que mes mains sont moites, me dit Chloé, d'une voix tremblante, alors que nous arrivions devant l'imposant palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Ses mains étaient glacées, son visage pâle, ses yeux remplis d'anxiété et de peur. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et puis, tu n'as rien fait de mal, alors ne t'en fais pas trop, » lui dis-je en essayant d'afficher mon plus beau sourire, aussi éclatant que le soleil sur les calanques de Marseille, pour tenter de lui transmettre un peu de courage. On dit chez nous à Marseille que celui qui a raison n'a rien à craindre. Tu es dans ton droit, alors aie confiance. Je lui tapotai doucement l'épaule pour la réconforter. Ensemble, nous avons franchi les lourdes portes du palais. Une bouffée d'air froid nous a accueillis, peut être à cause de la climatisation centrale ou de l'aura solennelle du bâtiment lui-même. L'intérieur était plus grand et plus complexe que je ne l'imaginais,
et une pointe de nervosité a commencé à monter en moi. Les hauts plafonds, les sols en marbre lisse et l'atmosphère sévère incitaient instinctivement à ralentir le pas et à baisser la voix. Assis sur des bancs en bois durs et froids, des gens de tous horizons attendaient leur tour. Certains baissaient la tête sur leur téléphone, d'autres faisaient les 100 pas, anxieux ou étaient plongés dans des piles de documents. Le personnel du tribunal, au visage grave, se déplaçait d'un pas pressé. L'air était chargé d'une solennité presque glaciale qui vous obligeait à vous tenir droit. Tout était si étranger, presque intimidant. J'ai pris une profonde inspiration discrète pour calmer mon anxiété. Ce jour-là, j'ai fait de mon mieux pour passer inaperçu. Après tout, lors de mes études de licence à l'université d'Aix-Marseille, mes professeurs soulignaient toujours qu'un juriste doit savoir évaluer la situation pour choisir la meilleure stratégie. Mon rôle aujourd'hui était simplement d'accompagner Chloé, d'être un soutien. Il n'y avait aucune raison pour moi d'être sur le devant de la scène. Je voulais rester discrètement à ses côtés, observer le procès et, si nécessaire, lui donner quelques conseils juridiques ou un soutien moral. J'ai donc évité les couleurs vives que j'aime porter en flânant dans le quartier du Panier à Marseille, optant plutôt pour une chemise bleu marine, sobre et un pantalon noir, espérant donner une impression de professionnalisme et de respect pour la cour. Cependant, je portais autour du cou un petit collier brillant, mon ancre spirituelle. Ce pendentif, en forme de cigale sculpté dans du corail méditerranéen, scintillait doucement sous la lumière. C'était un cadeau de ma grand-mère, qu'elle avait choisi avec soin dans la boutique d'un vieil artisan à Cassis. Au téléphone, elle m'avait dit que ce collier symbolisait la chance et la protection pour sa petite fille étudiant loin de chez elle. « Camille, c'est la cigale de notre Provence, porte-la, elle te protégera et t'apportera la paix », m'avait-elle recommandé. Même à des milliers de kilomètres, je sentais l'amour de ma famille. Dans cette vie d'étudiante difficile, loin de chez moi, ce collier était bien plus qu'un simple bijou. C'était un réconfort qui me rappelait ma maison et mes proches, comme un talisman protecteur. Je le portais toujours lors des jours importants, examens finaux, présentations cruciales et des moments comme aujourd'hui qui demandaient du courage. Après ce qui a semblé une éternité, le nom de Chloé a été appelé. Guidés par un huissier, nous avons traversé un long couloir pour entrer dans la salle d'audience. Mon cœur s'est accéléré, mes paumes sont devenues moites, mais je me suis efforcé de rester calme pour Chloé et pour moi-même. La salle était plus petite que je ne l'imaginais, mais l'estrade surélevée du juge et les drapeaux français et européens suspendus de chaque côté créaient une atmosphère oppressante. Une aura d'autorité inviolable émanait de la pièce, vous faisant sentir tout petit. Sur le bureau du juge, une plaque en laiton portait un nom gravé, Robert Lefebvre. En lisant ce nom, j'ai eu un mauvais pressentiment, mais je l'ai rapidement chassé de mon esprit pour me concentrer sur le procès à venir. Peu de temps après, une porte massive s'est ouverte et un juge blanc, à la chevelure soigneusement peignée et au visage sévère, est apparu. Il devait avoir la soixantaine, vêtu d'une robe noire impeccable, dégageant une autorité indiscutable. Son regard perçant, tel celui d'un aigle, balayait la salle, et ses lèvres pincées formaient une ligne droite, exprimant à la fois froideur et arrogance. Cela m'a rappelé certaines statues austères devant les bâtiments officiels de Paris. Lorsqu'il s'est assis, le juge Lefebvre a ajusté les dossiers devant lui et le silence s'est fait instantanément dans la salle, comme si un seau d'eau froide avait été jeté sur l'assemblée. On n'entendait plus que le bruissement des papiers et une toux occasionnelle. Le procès de Chloé a commencé. Je sentais qu'elle était si tendue qu'elle n'osait pas lever la tête, ses doigts crispés. J'ai doucement touché son bras en signe de soutien silencieux. Craignant de manquer le moindre détail, j'ai sorti un petit carnet et un stylo de mon sac, une habitude que j'avais prise à l'université, aussi instinctive pour moi que de manger une bouillabaisse un dimanche à Marseille. J'ai commencé à noter méticuleusement les questions du juge, les réponses de l'avocat et les arguments des deux parties. Je me disais que si je pouvais trouver une faille dans l'argumentation du propriétaire, je pourrais être donné quelques conseils à Chloé pendant une suspension d'audience. Cependant, pendant le procès, j'ai senti que le regard du juge Lefebvre se posait fréquemment dans ma direction.
Ce regard me mettait mal à l'aise, comme l'air lourd et humide d'un orage d'été à Paris. Au début, j'ai pensé qu'il était simplement curieux de voir une jeune femme, avec un accent chantant du Sud, une présence être peu commune dans les tribunaux parisiens. Mais j'ai vite réalisé que son regard était loin d'être une simple curiosité. Il contenait une sorte d'inconfort, voire un mépris à peine voilé, comme s'il regardait une intruse qui n'avait pas sa place ici. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, comme lorsque le Mistral souffle en hiver à Marseille et que l'on a oublié son écharpe. J'ai discrètement ajusté ma posture, essayant de me faire encore plus discrète. Pendant une brève pause, alors que l'atmosphère s'était légèrement détendue, je me suis penché sur mes notes pour analyser les contradictions dans les arguments du propriétaire. C'est à ce moment-là que mon stylo m'a glissé des mains. Avec un léger « oh », il a roulé sur le sol dur du tribunal en émettant un bruit sec. Mon cœur a fait un bond et je me suis rapidement penché pour le ramasser. Ce n'était vraiment qu'une petite erreur, comme bousculer quelqu'un par inadvertance dans le métro parisien, une brève interruption du silence de la cour. Mais le juge Lefebvre, comme s'il attendait cette occasion, m'a fusillé du regard et a crié d'une voix forte « Cette jeune femme du fond, que faites-vous? Où vous croyez-vous pour faire du bruit de la sorte ?» Son hurlement a résonné comme un coup de tonnerre dans la salle. Tous les regards se sont tournés vers moi, y compris ceux qui somnolaient. Je suis devenu le centre de l'attention, me sentant comme si j'étais au sommet de la tour Eiffel, observé par toutes les longues vues. Instantanément, mon visage est devenu rouge comme une pivoine, le sang me montant aux joues. La honte et l'embarras étaient aussi intenses que le jour où j'avais oublié mon texte lors d'une présentation à la Sorbonne, mais en bien plus fort. Malgré l'embarras, ma première pensée a été de m'excuser poliment. En France, et surtout dans le Sud, nous attachons de l'importance à la courtoisie et à l'harmonie. Même si l'autre partie est en tort, nous avons l'habitude de nous excuser pour apaiser la situation. Je vous prie de m'excuser, monsieur le juge. Mon stylo est tombé par inadvertance. Je ferai plus attention, ai-je dit en baissant la tête, avec autant de respect que possible, comme on le ferait devant un aîné à Marseille. Je voulais juste que ce moment gênant se termine. Je sentais la main de Chloé serrer la mienne nerveusement. Elle était probablement encore plus stressée que moi. Mais le juge Lefebvre n'avait aucune intention d'en rester là, comme si j'avais commis un crime odieux. À travers ses lunettes, il m'a toisé d'un regard glacial, me rappelant un serpent que j'avais vu au jardin des plantes, froid et hostile. Puis, il a pointé du doigt le collier brillant à mon cou et a dit d'un ton moqueur « Et qu'est-ce que c'est que ça à votre cou? Une sorte de pacotille? Nous sommes dans un tribunal sacré. Pas un endroit pour exhiber ces babioles étranges et bon marché. » Je ne m'attendais absolument pas à une telle réaction à cause de mon collier. Ce collier était mon lien avec Marseille, le symbole de l'amour et des vœux de ma grand-mère. Comment pouvait-il devenir à ses yeux une babiole étrange et bon marché? Ces mots dédaigneux m'ont transpercé le cœur. Il insultait ainsi l'affection de ma grand-mère contenue dans ce collier unique et précieux. C'était du corail de Méditerranée, choisi avec soin dans la boutique d'un artisan centenaire de Cassis, porteur de tant de vœux et d'affection. En un instant, une colère incontrôlable a surgi en moi, aussi soudaine et violente qu'un orage d'été sur Paris. J'ai senti une vague de chaleur monter de ma poitrine à ma tête, mes mains tremblant légèrement. C'était la première fois que je comprenais l'expression « voir rouge ». À Marseille, on dit souvent qu'il faut savoir prendre sur soi, mais certaines choses sont tout simplement intolérables. Pourtant, j'ai réprimé mes émotions, prenant quelques profondes inspirations, comme je l'avais appris lors de mes cours de yoga au Jardin du Luxembourg, essayant de me calmer. J'ai tenté de répondre calmement et logiquement, espérant résoudre la situation par la raison plutôt que par l'émotion. Après tout, j'étais une étudiante et c'était un tribunal officiel. Je ne voulais pas que mon impulsivité nuise à l'affaire de Chloé ou donne une mauvaise image des étudiants de province. Monsieur le juge, c'est un objet très personnel et précieux pour moi. Il ne perturbe en rien le déroulement de l'audience, et je pense que sa taille et sa forme ne contreviennent pas au règlement du tribunal. Ai-je répondu, m'efforçant de garder une attitude rationnelle, ma voix calme mais ferme, comme lors des concours de plaidoirie à la Sorbonne.
J'ai choisi mes mots avec soin, évitant de provoquer le juge, tout en refusant de renoncer à ma dignité. Je pensais qu'une soumission polie était la meilleure façon de gérer la situation. Mes professeurs à Aix-Marseille disaient toujours que la raison finit par l'emporter, mais qu'il faut y mettre les formes. Mais mes efforts ont eu l'effet inverse, comme jeter de l'huile sur le feu de ses préjugés. Son expression s'est durcie, ses sourcils se sont froncés, sa bouche s'est tordue en un rictus de dédain. Un objet personnel et précieux? Vous vous croyez sur le marché du Vieux-Port, dans votre ville, dans un tribunal sacré de la République, on se doit de maintenir une tenue et une image appropriées. Vous, les gens de province, vous ne cessez de bafouer la loi et l'ordre parisien. Sa voix était dure, son volume a augmenté, de sorte que toute la salle pouvait entendre sa réprimande. Son visage était rouge de colère, me rappelant les lampions rouges des fêtes de village, mais sans aucune atmosphère de joie, seulement une fureur non dissimulée. Le marché du Vieux-Port. Cette comparaison m'a blessé. Nos marchés en Provence sont des emblèmes de notre culture, des lieux de gastronomie et de convivialité dont nous sommes fiers. Il en parlait avec un tel mépris, comme si c'était un endroit vulgaire. Le mot « provinciaux » et l'expression « vous, les gens comme vous » dégoulinaient d'un mépris de classe et d'un parisianisme flagrant qui me faisait sentir catalogué, comme si nous étions tous sortis du même moule, sans individualité. La salle d'audience a été plongée dans un silence gêné, seulement rompu par la respiration lourde du juge Lefebvre. Je sentais Chloé, mal à l'aise, me serrer doucement la main, ses yeux pleins d'excuses, comme pour dire « Je suis désolé de t'avoir entraîné là, dedans ». J'ai pris une profonde inspiration, sentant mon cœur battre violemment dans ma poitrine, comme un tambour lors d'un festival. Les paroles d'un de mes professeurs de droit à la Sorbonne m'ont traversé l'esprit. La dignité de la loi réside dans l'équité et la justice, pas dans les apparences. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais plus supporter cela. Je ne pouvais pas laisser passer ce traitement injuste. Je ne pouvais pas laisser ma dignité être bafouée, ni laisser les gens de ma région être traités avec un tel manque de respect sur la scène nationale. J'ai senti une fierté obstinée monter en moi, cet esprit marseillais qui n'abandonne jamais face à l'adversité. Je me suis redressé, mon regard est devenu ferme, comme le mont Sainte-Victoire, inébranlable face au vent et aux tempêtes. Monsieur le juge, je suis une étudiante en droit en France. Je comprends parfaitement les règles de tenue et de comportement au tribunal. Ma voix était plus assurée, sans le moindre tremblement. Mon collier, comme vous pouvez le voir, est très petit et discret. Ce n'est en aucun cas un objet qui pourrait causer du désordre ou nuire à la dignité de cette cour. Au contraire, monsieur le juge, c'est vous qui, en vous arrêtant sur mon objet personnel et en vous basant uniquement sur mes origines, faites preuve d'une attitude extrêmement partiale et subjective. C'est manifestement. Avant que je puisse finir ma phrase, le juge Lefebvre, le visage cramoisi, les yeux exorbités, a violemment levé son marteau. Il a frappé la table 3 fois, produisant un son assourdissant qui a résonné dans le silence du tribunal comme un coup de tonnerre, faisant sursauter tout le monde. Ses yeux brûlaient de colère, comme les braises d'un barbecue sur une plage de Marseille. Ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil, ses jointures blanchissant sous la pression. Comment osez-vous répondre à un juge? Votre attitude profondément irrespectueuse et le port de ce bijou inapproprié et de mauvais goût constituent un outrage manifeste à la cour. Par conséquent, je vous condamne à une amende de 500 €, payable immédiatement. Sa voix était pleine d'autorité et d'une fermeté sans appel, comme si ses paroles étaient le jugement final, incontestable. 500 €. Le chiffre a résonné dans ma tête comme un coup de massue. Simplement pour avoir fait tomber un stylo et pour porter le petit collier de ma grand-mère. 500 €. Ce n'est pas une petite somme pour une étudiante. C'est presque tout mon budget nourriture du mois et une partie de mon loyer. À Marseille, avec 500 €, on peut s'offrir plusieurs repas gastronomiques et même s'acheter de jolis vêtements. J'étais tellement stupéfaite que je ne pouvais plus parler, comme si je tombais du dernier étage de la tour Montparnasse. Un sentiment d'absurdité et d'injustice m'a envahi. À côté de moi, Chloé avait une expression d'incrédulité totale. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche légèrement entr'ouverte.
regardant alternativement le juge et moi, comme si elle ne pouvait pas en croire ses oreilles. Elle m'a murmuré « C'est scandaleux, il s'en prend directement à toi ». Des murmures ont commencé à s'élever dans la salle, comme le chant des cigales en été en Provence, un bourdonnement intermittent. Certains me regardaient avec curiosité, comme si j'étais une pièce de musée étrange. D'autres me lançaient des regards compatissants, chuchotant entre eux, surpris par ce drame inattendu et désapprouvant la réaction excessive du juge. J'ai entendu quelqu'un murmurer « C'est complètement exagéré pour un stylo et un collier ». Pendant un instant, mon esprit était vide, comme le ciel de Paris entièrement couvert de nuages, sans le moindre rayon de lumière. Être injustement ciblé par un juge dans un pays étranger, dans ce qui devrait être un sanctuaire de justice, et devoir payer une amende. Le chagrin et l'injustice m'ont submergé, comme les pluies incessantes d'un automne parisien. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je me suis battu pour ne pas les laisser couler. « Ne pleure pas, surtout pas ici », me suis-je dit. Mais je ne pouvais pas rester assise là, à pleurer ou à subir passivement. Les Marseillais ne sont pas connus pour se laisser faire. Si je reculais maintenant, ce serait non seulement un manque de respect envers moi-même, mais aussi un encouragement à ce type de comportement injuste. Je suis de Marseille, pas le genre de personne qui cède facilement face à l'injustice et à la discrimination. L'histoire de ma région est pleine de cet esprit de résilience face aux défis. C'est inscrit dans mes gènes, ma fierté. Je devais le montrer, à moi-même et à ce juge arrogant. Je devais lui faire comprendre que même si je viens d'une ville souvent caricaturée, nous avons une dignité et un courage qui n'ont rien à envier à personne. Ma grand-mère disait que ce collier était mon talisman, que la force de la Provence me porterait chance et courage. Oui, je croyais que ce collier me donnerait la force et le courage, comme les falaises des Calanques, solides et inébranlables. J'ai ravalé mes larmes, cligné des yeux pour les retenir. J'ai essayé de stabiliser ma voix tremblante, comme avant un grand oral à la Sorbonne, en respirant profondément et en me concentrant. Puis, avec un regard ferme et inébranlable, j'ai fixé le juge Lefebvre, de la même manière qu'un Parisien regarderait quelqu'un qui occupe un siège réservé dans le métro sans en avoir le droit. Monsieur le juge, je paierai cette amende, mais je conteste formellement votre décision. Ma voix était claire et ferme, résonnant dans le silence de la salle. Chaque mot était audible. Face à mon ton étonnamment assuré, le juge Lefebvre a semblé un peu surpris. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Il ne s'attendait probablement pas à ce qu'une jeune étudiante de province ait une telle audace. Mais il a rapidement retrouvé son expression moqueuse, ses lèvres se tordant en un sourire méprisant, comme celui de certains chauffeurs de taxi parisiens condescendants envers les touristes. « Vous contestez ? C'est bien dommage. Mais ici, c'est mon tribunal. Et ma parole fait loi. Retenez bien cela. » Son ton était plein de mépris et d'une autorité sans appel. Face à son arrogance, j'ai décidé de ne plus reculer. Un courage nouveau a jailli du plus profond de moi, chaud et puissant comme une source thermale. Les connaissances que j'avais accumulées en tant qu'étudiante en droit, comme les lourds ouvrages de la bibliothèque de la Sorbonne, m'ont donné la sagesse et la confiance. Et cette obstination typiquement marseillaise, cet esprit de « fora la loseta, intram lolo, dehors l'alouette, entrons le loup », a commencé à bouillonner en moi. « Monsieur le juge, si vous le permettez, puis-je vous poser quelques questions ?» Mon ton était calme, mais déterminé, comme la brise matinale sur la Méditerranée, douce mais puissante. Face à ma contre-attaque, calme mais ferme, le juge Lefebvre a semblé un instant décontenancé, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je réponde de manière aussi professionnelle à son comportement abusif. Ses doigts tapotaient nerveusement la table, un rythme qui me rappelait celui des clients impatients dans un café parisien. Il s'est éclairci la gorge, comme pour masquer son malaise, et a répondu avec arrogance. « Des questions ? Allez-y, mais elles ne changeront pas ma décision. » Là, j'ai pris une profonde inspiration, comme si j'inhalais l'air pur des collines de Pagnol, pour éclaircir mes pensées. J'ai touché le pendentif à mon cou, comme pour y puiser de la force. Puis, d'une voix aussi calme et logique que possible, j'ai continué. « Tout d'abord, je vous remercie de votre indulgence. J'ai effectivement fait tomber mon stylo par négligence et je m'en excuse une nouvelle fois sincèrement.
J'ai marqué une pause, observant sa réaction comme on observe un adversaire lors d'un débat. Cependant, monsieur le juge, cette petite erreur était-elle suffisamment grave pour constituer un outrage à magistrat passible d'une amende de 500 €? D'après ce que j'ai appris en cours, l'outrage à magistrat s'applique généralement à des actes délibérés visant à perturber le procès ou à contester gravement l'autorité du juge. Mon geste a-t-il vraiment atteint ce niveau de gravité? Ma question, comme une pierre jetée dans un lac paisible, a provoqué des ondes dans la salle. J'ai vu quelques personnes dans le public hocher légèrement la tête, visiblement d'accord avec moi. Face à ma question structurée, le juge a semblé pris de court. Son front s'est plissé, comme le ciel de Paris avant un orage. Il a commencé à feuilleter les documents devant lui, comme pour chercher une justification ou gagner du temps. Une expression de malaise a traversé son visage. Il a hésité, puis a répondu d'une voix mal assurée « C'est à cause de votre attitude. Votre regard provocateur et votre ton. » Sa réponse manquait de conviction, comme un argumentaire commercial bancal sur un marché. Je sentais l'atmosphère de la salle changer subtilement. Quelle preuve objective ou base légale justifie que mon attitude était irrespectueuse? Ai-je poursuivi, ma voix toujours calme, mais chaque mot perçant sa façade autoritaire. Monsieur le juge, je me suis excusé de la manière la plus respectueuse possible et j'ai tenté de répondre à vos questions de manière rationnelle. Le fait que je prenne des notes pour aider une amie à comprendre son cas est-il une offense? J'ai fait une pause, laissant ma question en suspens. Au contraire, c'est vous qui avez directement fait référence à mes origines et à mon apparence en tenant des propos très insultants comme comparer ma ville natale, Marseille, à un lieu de bas étage. Ces propos, eux, mériteraient d'être consignés, n'est-ce pas? Ma voix n'avait plus le tremblement d'avant. Elle était claire et pleine d'une force tranquille, comme le contour du mont Sainte-Victoire, nette et immuable. Tous les regards dans la salle étaient fixés sur cet affrontement entre le juge et moi, comme si l'on assistait à une scène de film captivante. On aurait pu entendre une mouche voler. Chloé me regardait avec un mélange de surprise et d'inquiétude, d'admiration et de crainte. Elle a secoué légèrement la tête, comme pour me dire de ne pas aller trop loin, mais en même temps, elle m'a fait un pouce levé discret pour soutenir mon courage. J'ai pris une autre profonde inspiration et j'ai décidé de poursuivre mon argumentation. Concernant mon collier, permettez-moi d'ajouter quelques mots. Mes doigts ont caressé le corail tiède, sentant sa surface lisse. Monsieur le juge, vous avez décrit mon collier comme une pacotille étrange et de mauvais goût, inappropriée pour un tribunal. Alors, je vous prie de regarder autour de vous. Mon bras a décrit un arc gracieux pointant vers différents coins de la salle, comme un guide dans un musée parisien. Et la chemise de ce monsieur, avec ses motifs voyants et ses slogans peut être irrévérencieux, ou les bijoux de cette dame, bien plus grands et brillants que mon collier, sont-ils appropriés? Son collier est au moins 5 fois plus grand que le mien et scintille sous la lumière, distrayant bien plus que mon petit pendentif en corail. J'ai calmement désigné un homme d'âge mûr portant un t-shirt à slogan et une femme blonde avec un énorme collier en or. Ma question visait le cœur du double standard. Le juge Lefebvre les a regardés, puis a rougi, comme s'il avait pris un coup de soleil sur la plage du Prado. Ses doigts tapaient nerveusement sur la table, sa respiration devenant plus rapide. Il était clairement irrité d'être ainsi remis en question. Ne changez pas de sujet. Le problème, c'est votre collier, votre étrange collier. Sa voix était presque un cri, mais cette fois, l'ambiance dans la salle avait changé. Certains affichaient des sourires en coin. Pourquoi mon collier pose-t-il un problème? Ai-je continué, mon ton calme mais ferme comme le courant du Rhône. Pouvez-vous l'expliquer en vous basant sur un règlement spécifique ou une jurisprudence claire? J'ai fait une pause, laissant le poids de ma question s'installer. Monsieur le juge, à ma connaissance, la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme garantissent la liberté d'expression. Cela peut être interprété de manière large pour inclure le port de bijoux ayant une signification personnelle, culturelle ou identitaire. Dans plusieurs affaires,
les tribunaux ont soutenu le droit des individus à exprimer leur identité culturelle. J'ai rapidement passé en revue dans ma tête mes cours de droit constitutionnel à la Sorbonne. Bien sûr, des restrictions vestimentaires raisonnables sont possibles pour maintenir l'ordre, mais elles doivent s'appliquer à tous de manière égale, neutre et non discriminatoire. Pourquoi vous en prendre spécifiquement à mon modeste collier en corail de Provence? Cela pourrait très bien être interprété comme une application discriminatoire de la loi, basée sur un préjugé évident envers mes origines. Chaque phrase était comme un panneau de signalisation, guidant clairement la réflexion. Je sentais l'atmosphère de la salle changer. Certains commençaient à hocher la tête, d'autres chuchotaient, approuvant mes arguments. Le juge Lefebvre se mordillait les lèvres, nerveux, comme un Parisien attendant un métro en retard. Son visage était un mélange de confusion, de colère et même d'un peu d'inquiétude. Il ne s'était probablement jamais attendu à ce qu'une jeune étudiante à l'air si sage le défie aussi audacieusement et avec le langage du droit. « Essayez-vous de me faire la leçon dans mon propre tribunal ?» Sa voix était plus basse, mais toujours pleine de ressentiment. « Absolument pas, monsieur le juge. Je souhaite simplement comprendre la raison pour laquelle je suis sanctionné de manière si injuste. Et je demande que l'intégralité de cette conversation soit officiellement consignée. » J'ai dit cela calmement en sortant mon smartphone de mon sac, montrant l'application d'enregistrement déjà en marche. En réalité, j'avais commencé à enregistrer discrètement dès sa première interpellation, par pressentiment. « Monsieur le juge, je ne peux accepter cette situation. Je suis convaincu que votre jugement d'aujourd'hui est entaché de préjugés et de discrimination. Par conséquent, tout en payant cette amende, je contesterai formellement votre impartialité et la légalité de cette décision. Bien que je ne sois qu'une étudiante, en tant que personne étudiant le droit dans ce pays et en tant que citoyenne, j'ai le droit de le faire. » Face à ma détermination, le juge Lefebvre a semblé complètement déstabilisé. Son visage est devenu pâle, un silence de plomb s'est abattu sur la salle. Le greffier, les gardes et même les avocats présents pour d'autres affaires regardaient cette scène sans précédent avec stupéfaction. C'est alors qu'une personne dans le public a murmuré « Waouh, cette jeune Marseillaise, elle ne se laisse pas faire. Le juge a trouvé à qui parler aujourd'hui. » Ces mots m'ont donné un immense courage. Le juge Lefebvre, la main tremblante, a saisi son marteau. Il semblait réfléchir profondément, son expression hésitante. Peut-être réalisait-il enfin les conséquences potentielles de son comportement partial et impulsif. Très bien. Pour cette fois, l'amende est annulée. Mais la prochaine fois, soyez plus respectueuse dans un tribunal. Il a retiré l'amende à contre-cœur, son visage exprimant un mécontentement évident, mais sa voix avait perdu toute son autorité. Je l'ai interrompu, d'une voix ferme mais polie. « Non, monsieur le juge, je paierai l'amende comme prévu. Je ne souhaite pas que vous changiez votre décision sous la contrainte de ma contestation, et je n'en resterai pas là. Je déposerai une plainte officielle pour votre attitude partiale et vos propos manifestement discriminatoires, et je demanderai une enquête approfondie par l'instance compétente. » J'ai sorti les 500 € en liquide que j'avais préparés. Je les ai remis respectueusement au greffier, puis je me suis tourné vers le juge Lefebvre pour mes derniers mots. Je suis venu ici aujourd'hui pour aider mon ami, mais grâce à vous, j'ai appris quelque chose de bien plus précieux. La loi doit être égale pour tous. Aucun préjugé personnel ou discrimination ne peut être toléré au nom de la justice. Je me suis redressé et, sans un mot de plus, j'ai quitté la salle d'audience avec Chloé, ignorant les nombreux regards et l'expression stupéfaite du juge Lefebvre. En sortant du long et lourd couloir du palais, la tension accumulée s'est soudainement relâchée. Mes jambes tremblaient, comme si je venais de descendre de la tour Eiffel. Le soleil éclatant de Paris nous a accueillis, chaud et lumineux, me rappelant la douceur d'un printemps à Marseille. « Camille, tu as été incroyable. J'ai cru que mon cœur allait exploser », s'est exclamée Chloé, m'attrapant le bras avec enthousiasme. Ses yeux brillaient, pleins d'admiration et de gratitude. « Je n'ai jamais vu personne parler comme ça au juge Lefebvre. Tu étais comme une héroïne de film. »« Je ne pensais pas que j'allais dire tout ça, » ai-je répondu en souriant, un peu gêné.
J'étais juste tellement révolté, je ne pouvais plus me retenir. Comme on dit chez nous, quand la coupe est pleine, il faut la vider. Nous nous sommes assises sur les marches du palais, profitant du soleil. Tes connaissances en droit sont vraiment solides, a dit Chloé sérieusement. Quand tu as cité la Constitution et la jurisprudence, l'expression du juge était priceless. Il ne s'attendait pas à ça. Il faut remercier la formation rigoureuse de la Sorbonne pour ça, et je souris. Mais au fond de moi, un sentiment puissant et chaleureux montait, la satisfaction d'avoir affronté l'injustice et d'avoir défendu ma dignité. À cet instant, le collier en forme de cigale de ma grand-mère semblait particulièrement chaud et solide, comme s'il me transmettait vraiment la force et la protection de ma Provence natale. « Tu vas vraiment porter plainte contre lui ?» a demandé Chloé, inquiète. « Bien sûr, » ai-je répondu fermement. « Si nous ignorons l'injustice, elle continuera. Peut être que la prochaine victime n'aura pas le courage ou les connaissances pour se défendre. » Lorsque nous avons quitté le palais de justice, le soleil semblait m'encourager. « Bon, maintenant, il faut s'occuper de ton affaire, » ai-je dit à Chloé. « J'ai écouté tout le procès, et il y a beaucoup de failles dans l'argumentation de ton propriétaire. Je pense que nous pouvons. » Chloé m'a soudainement serré dans ses bras. « Merci Camille, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour être à mes côtés. J'ai tellement de chance de t'avoir comme amie. » Le combat n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Je devais contester officiellement le comportement du juge Lefebvre. C'était ma responsabilité en tant que futur juriste et en tant que personne digne. Tu sais, nous devrions consulter un avocat spécialisé, et je dis, mon esprit déjà en train de planifier les prochaines étapes. Le processus serait sans doute difficile, mais je n'avais plus peur. J'étais rempli d'une détermination calme et inébranlable, comme le parc Borély au milieu de l'agitation de Marseille. Ce soir-là, avec Chloé, nous avons rencontré un avocat spécialisé en droit de l'homme. Je lui ai expliqué en détail les événements de la journée et lui ai fait écouter l'enregistrement. « Vous avez eu raison, mademoiselle Dubois », a-t-il dit gravement après avoir tout entendu. « Le comportement du juge Lefebvre est une violation de l'éthique judiciaire et constitue une discrimination grave. C'est intolérable dans notre système judiciaire. Je vais vous aider à déposer une plainte officielle et à m'assurer que cette affaire reçoive l'attention qu'elle mérite. » De retour à ma résidence universitaire, j'ai appelé mes parents à Marseille. Au début, ils étaient inquiets, mais quand j'ai tout expliqué, leur ton a changé. « Nous sommes fiers de toi, ma fille », a dit mon père. « Les Marseillais n'ont pas peur des difficultés et encore moins de se battre pour la justice. Si tu penses que c'est juste, nous te soutenons. » Avec l'aide de l'avocat, j'ai soumis une plainte formelle au Conseil supérieur de la magistrature contre le juge Lefebvre. Le dossier était complet, une description détaillée des faits, les citations exactes, l'enregistrement audio et des déclarations de témoins, y compris Chloé. Le processus fut long et fastidieux. L'avocat du juge a tout nié, m'accusant de l'avoir provoqué, mais je n'ai jamais vacillé, m'en tenant aux faits. Notre histoire a commencé à se répandre dans la communauté étudiante et parmi les associations de provinciaux à Paris. D'autres personnes ayant eu des expériences similaires avec le juge Lefebvre ont commencé à se manifester. Des organisations de défense des droits civiques se sont intéressées à l'affaire, soulignant qu'il s'agissait d'un exemple du mépris de classe et des préjugés qui persistent dans le système judiciaire. Les médias locaux ont commencé à en parler. La petite cigale qui a défié la justice parisienne, le courage d'une étudiante marseillaise face à un juge partial. Finalement, après plusieurs mois, la décision est tombée. Le Conseil supérieur de la magistrature a reconnu l'abus de pouvoir du juge Lefebvre, ses propos discriminatoires et sa sanction injuste. Il a reçu un blâme sévère pour avoir entaché l'honneur de la magistrature et a été contraint de suivre un programme de sensibilisation aux préjugés. Bien que ce ne soit pas la révocation que beaucoup espéraient, c'était une reconnaissance officielle de sa faute et une victoire significative. La nouvelle a été largement rapportée. Je suis devenue connue comme l'étudiante marseillaise qui a tenu tête à la discrimination. Ma faculté m'a décerné un prix spécial pour avoir honoré l'école. Et l'affaire de location de Chloé, réexaminée par un autre juge, s'est terminée par une victoire pour elle.
Je suis retourné à ma vie d'étudiante, mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus une simple étrangère de province. L'expérience de combattre l'injustice et de défendre ma dignité m'avait fait grandir. Je porte toujours le collier en forme de cigale de ma grand-mère. Ce n'est plus seulement un porte-bonheur. C'est un symbole de mes racines, de mon identité, du courage de surmonter les obstacles et de l'esprit indomptable de ma Provence. Parfois, en repensant à ce moment tendu au tribunal, mon cœur s'accélère encore. Mais je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. J'ai appris que la justice finit par triompher et qu'un petit acte de courage individuel peut vraiment apporter un changement, rendant le monde un peu plus juste. Cette précieuse leçon sera le phare le plus brillant qui guidera mon chemin en tant que future avocate. En tant que fière Marseillaise et future femme de loi, je continuerai à me battre contre l'injustice et les préjugés, avec confiance et la tête haute. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Camille? Une petite voix a brisé le mur de la discrimination. Son courage et sa dignité sont devenus une force qui a changé un tribunal froid. La justice n'est pas si lointaine. Elle attend simplement le courage naturel de quelqu'un pour se manifester. Nous devons nous rappeler que le courage d'une seule personne peut, petit à petit, rendre le monde plus juste.